Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour l'analyse linéaire d'un extrait de la scène 3 de l'acte 3 de la pièce On ne badine pas avec l'amour. Cette pièce a été publiée en 1834 au sein d'un recueil intitulé Théâtre dans un fauteuil. Il s'agit d'un court drame romantique où s'expriment les tourments amoureux d'Alfred de Musset dans sa relation avec George Sand. Les protagonistes, Perdiccas et Camille, sont deux jeunes gens qui s'aiment depuis l'enfance et destinés au mariage. Malheureusement, ils ont reçu une éducation fort différente, l'un à l'université à Paris et la seconde au couvent. Camille, conditionnée par les discours pessimistes des nonnes, préfère se consacrer à l'amour de Dieu et s'est montrée méprisante avec Perdiccas qui, dans cette scène, a préparé un stratagème pour se venger. Il a donné rendez-vous à Camille afin qu'elle assiste cachée à un spectacle cruel où il feint de courtiser la sœur de lait de Camille, Rosette. Notre projet de lecture consistera à montrer comment, par le jeu d'une triple énonciation, le spectateur assiste à une déclaration d'amour à Rosette, portant elle aussi des reproches adressés à Camille. Les mouvements du texte sont les suivants. De la ligne 1 à 10 s'opère une mise en abîme du discours théâtral. Des lignes 11 à 27, Perdiccas met en scène une déclaration d'amour sincère et sensuelle, typiquement romantique. De la ligne 27 à la fin sont mis en contraste deux portraits de femmes antithétiques. Procédons à la lecture du texte. Acte 3, scène 3, le petit bois. Camille cachée à part. Que veut dire cela? Il l'a fait asseoir près de lui? Me demande-t-il un rendez-vous pour y venir causer avec une autre? Je suis curieuse de savoir ce qu'il lui dit. Perdiccas à haute voix de manière que Camille l'entende. Je t'aime, Rosette. Toi seule, au monde, tu n'as rien oublié de nos beaux jours passés. Toi seule, tu te souviens de la vie qui n'est plus. Prends ta part de ma vie nouvelle. Donne-moi ton cœur, cher enfant. Voilà le gage de notre amour. Il lui pose sa chaîne sur le cou. Rosette. Vous me donnez votre chaîne d'or? Perdiccas. Regarde à présent cette bague. Lève-toi et approchons-nous de cette fontaine. Nous vois-tu tous les deux dans la source, appuyés l'un sur l'autre? Vois-tu tes beaux yeux près des miens, ta main dans la mienne? Regarde tout cela s'effacer. Il jette sa bague dans l'eau. Regarde comme notre image a disparu. La voilà qui revient peu à peu. L'eau qui s'était troublée reprend son équilibre. Elle tremble encore. De grands cercles noirs courent à sa surface. Patience, nous reparaissons. Déjà je distingue de nouveau tes bras enlacés dans les miens. Encore une minute et il n'y aura plus une ride sur ton joli visage. Regarde. C'était une bague que m'avait donnée Camille. Camille à part. Il a jeté ma bague dans l'eau. Perdiccas. Sais-tu ce que c'est que l'amour, Rosette? Écoute. Le vent se tait. La pluie du matin roule en perles sur les feuilles séchées que le soleil ranime. Par la lumière du ciel, par le soleil que voilà, je t'aime. Tu veux bien de moi, n'est-ce pas? On n'a pas flétri ta jeunesse. On n'a pas infiltré dans ton sang vermeil les restes d'un sang affadi. Tu ne veux pas te faire religieuse. Te voilà jeune et belle dans les bras d'un jeune homme. Oh, Rosette, Rosette, sais-tu ce que c'est que l'amour? Rosette. Hélas, monsieur le docteur, je vous aimerais comme je pourrais. Perdiccas. Oui, comme tu pourras. Et tu m'aimeras mieux, tout docteur que je suis et toute paysanne que tu es, que ces pâles statues fabriquées par les nonnes qui ont la tête à la place du cœur et qui sortent des cloîtres pour venir répandre dans la vie l'atmosphère humide de leurs cellules. Tu ne sais rien. Tu ne lirais pas dans un livre la prière que ta mère t'apprend, comme elle l'a apprise de sa mère. Tu ne comprends même pas le sens des paroles que tu répètes quand tu t'agenouilles au pied de ton lit. Mais tu comprends bien que tu pries. Et c'est tout ce qu'il faut à Dieu. Rosette. Comme vous me parlez, monseigneur? Perdiccas. Tu ne sais pas lire. Mais tu sais ce que disent ces bois et ces prairies, ces tièdes rivières, ces beaux champs couverts de moissons, toute cette nature splendide de jeunesse. Tu reconnais tous ces milliers de frères, et moi pour l'un d'entre eux. Lève-toi, tu seras ma femme et nous prendrons racine ensemble dans la sève du monde tout-puissant. Ils sortent avec Rosette. À la première ligne, nous comprenons que Camille s'est bien rendue au rendez-vous fixé, et qu'elle assiste cachée à une rencontre imprévue. Pensant que Perdiccas va probablement se séparer de Rosette, elle conserve une attitude condescendante, comme en témoigne, dans son aparté, la désignation de sa sœur de lait par « une autre », sans jamais la nommer par son nom. Les interrogations traduisent son indignation, comme l'adjectif curieuse révèle son caractère manipulateur.
Son orgueil la conduit donc à rester cachée, comme l'indique la didascalie, prête à saisir les informations qui lui permettront de mettre en défaut Perdiccas à son tour. Mais elle ne se doute pas que son orgueil, par l'entremise de la jalousie, va aussi piquer l'amour sincère qu'elle éprouve véritablement au fond. En réalité, tout aussi incertaine de l'amour de Perdiccas, la grande adolescente est à l'affût des indices qui lui prouveront s'il l'aime ou non. Et en effet, Perdiccas, comme l'indique la didascalie ligne 4, prend plaisir à faire entendre indirectement à Camille son double discours. Au-delà de la réaction d'orgueil et du plaisir de la vengeance, il cherche à mettre à l'épreuve les sentiments de Camille et à la faire adhérer à sa propre conception de l'amour. Sa première réplique consiste à faire appel à un passé heureux, qu'ils ont tous trois partagé. Il s'agit de l'enfance, avec ce qu'elle comporte de pureté et d'innocence, dans l'expression de sentiments nobles et authentiques. L'anaphore, toi seul, adressé à Rosette, traduit bien la volonté de Perdiccas d'adresser un reproche à Camille. Cette dernière a oublié l'amour sincère qui les unit depuis toujours. Le champ lexical du souvenir et l'évocation du passé contrastent avec cet avenir qu'entrevoit Perdiccas. Camille refuse de grandir, de vivre un amour adulte qu'elle croit impossible, et le jeune homme feint de l'offrir à Rosette. Cette vie nouvelle, ligne 7, est la promesse d'un avenir commun et heureux avec celle qui s'engagera avec lui dans le mariage. Cette déclaration s'inscrit dans un moment solennel, marqué par la juxtaposition des propositions et le don du collier. Les réactions et l'expression de la jeune paysanne témoignent de sa simplicité, de sa spontanéité, face à Perdiccas qui est nécessairement placé sur le piédestal de sa condition supérieure. Ainsi, Perdiccas montre qu'il sait orchestrer, lui aussi, le jeu du badinage amoureux, et il se fait l'égal de Camille à présent dans l'art de la manipulation. Dans l'étape suivante, Perdiccas assoit son rôle et gouverne Rosette par l'emploi des impératifs. L'union par le mariage est symbolisée par l'objet de la bague et la répétition des déterminants et pronoms soulignant la réunion de la première et deuxième personne du singulier, comme d'un nous qui se construit par la fusion des deux amants. Par ailleurs, Perdiccas développe une métaphore à forte valeur symbolique. Le champ lexical du regard et de l'illusion est omniprésent, surligné ici. D'une part, derrière ce jeu avec Rosette, Perdiccas invite Camille à se remémorer, à voir en pensée, les souvenirs d'enfance qu'ils ont partagés. Mais d'autre part, c'est aussi le jeu des apparences qui est mis en relief. Perdiccas joue la comédie avec Rosette, bien évidemment, mais cela renvoie également à l'apparence que se donne Camille, en ne s'avouant pas les sentiments qu'elle a pour Perdiccas, et elle ne parvient pas à s'enlever le masque de la peur et de l'orgueil. Dans cette belle métaphore filée de cette bague qui disparaît dans l'eau de la fontaine, qui d'ailleurs symbolise leur enfance, c'est le souvenir de cet amour qui disparaît, dans l'eau troublée par les réticences de Camille, par ces remparts intérieurs qui tremblent et ne s'effondrent pas. Ces grands cercles noirs, ce sont ceux que les nonnes ont fixés en Camille et qui l'empêchent de s'éveiller à l'amour terrestre. Une fois le trouble dissipé, l'équilibre rétabli, Perdiccas espère vivre pleinement l'amour qu'il partage avec Camille. Enfin, le fait de se débarrasser de la bague apparaît comme un geste particulièrement cruel, devant Camille qui les observe en silence. Au-delà de cette déclaration de rupture définitive, de rejet du passé également, c'est aussi et malgré tout une invitation à se tourner vers l'avenir. Par opposition à l'imparfait et au plus que parfait, dans C'était une bague que m'avait donnée Camille, Perdiccas annonce un avenir radieux, symbole d'éternelle jeunesse à Rosette. Il n'y aura plus une ride sur ton joli visage. En seconde lecture, il faut comprendre que ces rides, ce sont aussi celles que les nonnes ont inscrites sur le visage de Camille, et qu'elles pourraient effacer en se débarrassant du masque flétri que lui ont posé l'éducation religieuse et les blessures de ses amis du couvent. Ainsi, la déclaration lyrique de Perdiccas s'inscrit dans la tonalité romantique, à la fois nostalgique et pleine d'espoir en l'avenir. Le cadre bucolique également est propice à l'exaltation des sentiments. Enfin, Camille, contrainte à rester cachée, étouffe sa réaction, effarée, consternée. Dans la continuité de cette déclaration enflammée, Perdiccas poursuit avec la même exaltation. En docteur supérieur face à la pauvre Rosette, il développe sa conception de l'amour avec assurance, comme en témoigne l'anaphore sais-tu. Mais on peut le lire aussi comme une question adressée à Camille elle-même, qui refuse d'opposer toute autre définition à celle qu'on lui a inculquée. Dans le passage surligné en bleu clair, le rythme se fait poétique, régulier et ascendant. 4, 5, 4, 6, 6, 7, 7. Et les sonorités se font douces. L'allitération en L, les assonances en y, ei. Perdiccas fait appel aux éléments de la nature,
incontestable témoin de son amour profond. Il réaffirme la sensualité de la vie et de l'amour. Dans le parallélisme de la ligne 26, il s'en remet à l'autorité du ciel et du soleil, qui incarne la toute-puissance divine. Enfin, l'expressivité de la ponctuation confirme à quel point le jeune homme a foi dans les lois établies par la nature. Les portraits antithétiques des deux jeunes femmes sont ainsi clairement amenés. Rosette, jeune femme simple, sans instruction, se trouve proche de l'amour revendiqué par Perdiccas. Simple, sincère, profond et sensuel. Inversement, la catégorie de femmes évoquée à l'opposé renvoie clairement à Camille, en rouge surligné en blanc. L'éducation prodiguée par les nonnes apparaît comme un venin, comme le soulignent les mots péjoratifs, infiltré, flétri, reste d'un sang affadi. C'est un véritable poison qui aurait détruit les sentiments profonds de la jeune Camille. Inversement, privée d'éducation, Rosette a su rester saine. Jeune et belle, son sang vermeil et son esprit restés purs sont prêts à recevoir l'amour que Perdiccas a à lui offrir. Et ce, même s'il n'est pas complètement certain d'être aimé en retour, ni de l'une ni de l'autre. Enfin, la dernière question répétée permet quant à elle de donner une construction circulaire à cette tirade, en soulignant la cohérence et la simplicité. Un seul argument, il faut renoncer à devenir religieuse, risquer de vivre l'amour, ce qui suffit à rendre jeune et belle. La répétition des négations traduit bien l'anéantissement auquel a conduit le travail de sape du couvent. Mais Rosette n'est pas totalement dupe. Décontenancée par cette déclaration, se sachant de condition inférieure, elle ne peut que s'engager par un futur à valeur de promesse, et modestement, comme elle pourra. Par le parallélisme de construction à la ligne 35 et l'emploi absolu de l'indéfini tout, Perdiccas s'engage de la même façon, et prouvera par la suite que ce mariage est tout à fait envisageable, ne serait-ce que par devoir et un sentiment de l'honneur indéfectible. Cependant, on voit bien également qu'il est conscient de cette différence de classe, et l'ignorance de Rosette serait tournée en ridicule si elle n'était finalement un avantage pour ne pas être corrompue par les faux savoirs et l'endoctrinement dont a été victime Camille. Perdiccas ne peut s'empêcher de revenir sur l'influence néfaste qu'ont eu les nonnes sur Camille. L'emploi péjoratif du démonstratif C, les pâles statues qui rappellent les masques de plâtre de la scène 5 de l'acte 2, l'opposition radicale entre le cœur et l'esprit, et la malfaisance revendiquée de ces religieuses, qui volontairement ont répandu des discours mortifères, mettent en relief le dépit et le dégoût du jeune homme. Le champ lexical du savoir associé aux négations, de la ligne 38 à 42, marque cette conviction de Perdiccas que la raison est l'ennemi du cœur, quand l'éducation est synonyme d'endoctrinement, et quand on ne comprend pas avec le cœur autant qu'avec l'esprit. Le connecteur d'opposition mais souligne bien que l'ignorance, si grande et ridicule qu'elle fût, est excusable tant que le cœur reste pur. C'est tout ce qu'il faut à Dieu. Tandis que Rosette reçoit ces mots avec un effarement croissant, Perdiccas conclut sans surprise, en célébrant la toute-puissance de la nature qu'il donne à voir par l'emploi des démonstratifs de la ligne 44 à 46. Dans une accumulation de groupes nominaux, au rythme harmonieux, 6-6-6, 8-7-6, Alfred de Musset, à travers Perdiccas, fait encore un éloge vibrant des vérités absolues émanant de la nature. Selon les romantiques, l'homme s'inscrit dans un monde où il occupe, au même titre que les autres êtres vivants, une place modeste. Enfin, la métaphore de l'arbre renvoie autant à la généalogie qu'à l'image de la mère nature, bienfaitrice et nourricière. Ainsi, l'union dont rêve Perdiccas se veut fusionnelle, simple, naturelle, débarrassée d'une civilisation corruptrice. En conclusion, cette scène par une mise en abîme, c'est-à-dire une scène de théâtre dans le théâtre, Perdiccas se venge de l'affront que lui a fait Camille. Mais il déploie ici des talents d'orateur et de comédien qui, dans le prolongement de la scène 5 de l'acte 2, lui permettent d'exposer de nouveau son aversion pour l'univers religieux, qui contrarie sa nature romantique. Malheureusement, en se livrant lui aussi à un exercice de manipulation au détriment de Rosette, il contribue à nourrir l'engrenage qui conduira à une fin tragique. Nous en avons terminé pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt.